Et si la bataille de la rivière Frigidus en 394 après JC n'avait jamais eu lieu? Et si cette bataille fatidique entre les forces orientales de Théodose et Stilicho et les forces occidentales d'Eugène et Arbogast n'avait tout simplement jamais eu lieu? Comment cela aurait-il impacté l'évolution ultérieure de l'Empire romain? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, j'espère pouvoir démontrer de manière convaincante que le monde dans lequel nous vivrions actuellement serait très différent si cette bataille fatidique de l'histoire mondiale n'avait jamais eu lieu. Mais comment en est-on arrivé à cette bataille? Après la mort de l'empereur Valentinien, en 392 après Jésus-Christ, un empereur assez tragique d'ailleurs, sur lequel je veux faire une vidéo complète, un nouvel empereur était nécessaire à l'Ouest. Incroyablement, déjà à cette époque, l'Empire romain d'Occident était sous l'influence d'un puissant magister militum, un franc nommé Arbogast. Nous pouvons donc voir qu'avant même Ricimer avant Aetius et même avant Stilicho, le système de magister militum commençait à causer des problèmes dans l'Empire romain d'Occident. On pense même qu'Arbogast aurait pu jouer un rôle dans la mort de l'empereur Valentinien II. Ironiquement, c'est Théodose lui-même qui avait fait d'Arbogast le magister militum de l'Ouest, suite à sa victoire sur l'usurpateur Magnus Maximus quelques années auparavant. Ainsi, après la mort de l'empereur, officiellement par suicide, Arbogast proclama Eugène comme le nouvel empereur romain d'Occident, un rhétoricien qui résidait à Rome et qui était très tolérant sur le plan religieux. Sous Eugène, les anciens temples gréco-romains de Rome ont été ouverts pour la dernière fois dans l'histoire romaine et l'ancienne religion traditionnelle de l'Empire romain a été autorisée à être pratiquée ouvertement pour la dernière fois dans l'Empire romain d'Occident. Officiellement, Eugène était chrétien, mais à cette époque, beaucoup prétendaient ouvertement être chrétiens pour accéder à des postes d'État de haut rang, alors qu'en secret, ils adoraient encore les anciens dieux. Cette pratique, appelée cryptopaganisme, était assez courante et répandue et a persisté jusqu'au VIe siècle et au-delà. Théodose, au lieu d'accepter Eugène comme nouveau co-empereur de l'Ouest, décida de faire la guerre à l'Ouest. Il rassembla une armée sous le commandement du légendaire Flavius Stilicho, employa ses soldats gothiques fédérés et marcha vers l'ouest. Eugène et Arbogast ont rencontré les forces de Théodose et de Stilicho en septembre de l'année 394 après JC à la rivière Frigidus, probablement la rivière Vipava moderne en Slovénie moderne. Je discuterai en détail dans une vidéo séparée des événements exacts de cette bataille, mais il suffit de dire que malgré de lourdes pertes, en particulier parmi les soldats mercenaires gothiques, Théodose a gagné et Eugène et Arbogast sont morts à la suite de cette défaite. Le premier par exécution, le second par suicide. Les conséquences de cette bataille étaient multiples et il n'y avait pas une seule bonne conséquence de cette bataille pour l'Empire romain. Une grande partie des troupes Comitatensis et Limitanei de l'Ouest romain a été détruite et comme le recrutement de nouveaux soldats dans les rangs de l'armée romaine était devenu extrêmement difficile. Pour des raisons que j'ai discutées dans cette vidéo ici, ces légions perdues ne pouvaient pas être facilement reconstituées. Cela aurait plusieurs conséquences désastreuses pour l'Empire romain. Premièrement, la perte de nombreux Comitatensis et Limitanei de l'Ouest forcerait l'Empire occidental à recruter davantage de mercenaires barbares qui n'étaient pas aussi loyaux que les soldats romains. Deuxièmement, Stilicho, qui devint plus tard le défenseur et magister militum, et dirigeant effectif de l'Ouest, disposait de moins de soldats comitatensis de haute qualité, le forçant à retirer des soldiers de la frontière du Rhin pour la défense de l'Italie. En fait, une grande partie de l'armée occidentale d'eux-mêmes s'était déjà retirée de cette frontière importante. Cet affaiblissement des forces frontalières le long du fleuve Rhin entraînerait directement la rupture de la frontière au début de 407 après Jésus-Christ par une grande coalition de tribus germaniques qui, dans les années suivantes, a ainsi réussi à envahir la Gallia et l'Hispania. Ils ont ensuite établi leur propre royaume de facto sur le territoire romain occidental, ceux qui déstabiliseraient et affaibliraient l'Empire romain occidental et réduiraient ses recettes fiscales, entraînant la réaction en chaîne catastrophique qui verrait la dissolution de l'Empire romain occidental. Et tout a commencé en 407 après J.C.,
et le retrait de grandes quantités de troupes avant et après la bataille de la rivière Frigidus du Rhin a été une cause majeure de cette catastrophe. La troisième conséquence désastreuse de cette bataille fatidique fut que Théodose, ayant gagné, plaça ses deux fils incompétents respectivement sur les trônes occidental et oriental de l'Empire, et tous deux joueraient un rôle pivot dans la dissolution de l'Empire romain occidental. Arcade à l'est, mais encore plus important, Honorius à l'ouest se révélerait être des empereurs tout à fait incapables qui ont pris de très mauvaises décisions. Honorius en particulier serait l'empereur qui, à travers une série de décisions catastrophiques, verrait l'Empire occidental dangereusement affaibli. Et une conséquence finale était que Théodose était un empereur très intolérant sur le plan religieux, et donc l'intolérance religieuse du christianisme envers l'ancienne foi traditionnelle gréco-romaine a beaucoup augmenté sous Théodose et sa dynastie, ce qui a provoqué de nombreuses émeutes religieuses à travers l'Empire romain et a fortement polarisé la société romaine, ce qui déstabiliserait encore plus l'Imperium Romanum. Ainsi, nous voyons à quel point les conséquences de cette bataille fatidique étaient réellement monumentales. Mais que se serait-il passé si cette bataille n'avait jamais eu lieu? Mais avant d'en arriver là, si vous souhaitez soutenir cette chaîne mais que vous pensez que Patreon ou l'adhésion à YouTube ne vous offre pas assez d'avantages, alors veuillez soutenir le sponsor de cette vidéo, Skillshare. Skillshare est une communauté d'apprentissage en ligne unique avec des milliers de cours en ligne dans 150 pays qui vous permet d'apprendre de nouvelles compétences de manière amusante. Cherchez-vous une croissance personnelle? Souhaitez-vous de nouvelles compétences pour votre entreprise? Sur Skillshare, vous pouvez trouver des cours pour tout, de l'apprentissage de l'édition, à l'art de l'illustration, à la programmation et plus encore. Skillshare a tout. J'ai personnellement essayé le cours de Cat Coquillet, apprendre les fondamentaux d'Adobe et Photoshop pour commencer, afin de rafraîchir mes compétences en Photoshop, car j'utilisais principalement GIMP auparavant, afin que je puisse faire de meilleurs dessins et animations en 3D superposés pour la chaîne. En 12 leçons qui ne durent en tout que 5 heures, Cat Coquillet explique vraiment bien comment utiliser Photoshop pour éditer des images de manière assez élaborée. Fascinant, j'ai vraiment appris quelques nouvelles astuces, et j'ai été assez étonné de voir à quel point je pouvais apprendre cela facilement et rapidement avec Skillshare. Vous pouvez faire la même chose, ou quelque chose de similaire en utilisant ce lien Skillshare spécial ici, que vous pouvez également trouver dans la description. Vous obtenez alors une offre d'essai gratuit d'1 mois pour Skillshare. Mais n'hésitez pas trop longtemps, car cette offre n'est valable que pour les 1000 premières personnes. Et en utilisant ce lien, vous soutenez en même temps également cette chaîne ici. Julius Valerius Majorianus serait fier. Gratias tibiago amici. Donc retour à la bataille de la rivière Frigidus? Et si cette bataille n'avait jamais eu lieu? Par exemple, nous pouvons imaginer que Valentinien II n'est pas mort prématurément. Au lieu de cela, il a réussi d'une manière ou d'une autre à se débarrasser d'Arbogast et à restaurer le pouvoir du bureau de l'empereur à l'ouest. Cela aurait empêché la guerre civile, puisque Valentinien II était reconnu par Théodose comme l'empereur romain occidental légitime. Ou, alternativement, nous pouvons imaginer que le caractère de Théodose aurait été légèrement différent et qu'il aurait décidé de ne pas élever son fils Honorius au rang d'empereur occidental en 393 après Jésus-Christ, déclarant ainsi effectivement le règne d'Eugène comme illégitime. Il aurait pu accepter Eugène à l'ouest, ce qui n'est pas totalement irréaliste, car de tels événements se sont produits dans le cours ultérieur de l'histoire. Il n'aurait donc pas été complètement impensable que Théodose aurait pu décider d'accepter simplement le règne d'Eugène et de se concentrer plutôt sur la restauration des rangs des légions romaines orientales, après qu'elles aient encore été affaiblies par les pertes de la bataille d'Adrianople. La chronologie dans laquelle Valentinien II aurait survécu différerait de celle dans laquelle Eugène aurait été accepté comme empereur romain occidental par Théodose. Eugène était religieusement beaucoup plus tolérant que Valentinien II, et nous pouvons donc imaginer que le polythéisme gréco-romain aurait été autorisé à continuer à l'ouest beaucoup plus longtemps que dans notre chronologie sous le règne d'Eugène. Nous ne savons pas quel âge avait Eugène lors de son acclamation en tant qu'empereur en 392, mais il ne pouvait pas être si vieux. Son image sur ses pièces de monnaie nous rappelle l'empereur Julien donc. Un âge entre la mi-trentaine et le début de la quarantaine semble plausible. Il aurait donc pu régner pendant de nombreuses années de plus, et il aurait même pu établir sa propre dynastie eugénienne. Cela aurait pu se développer en une dynastie de tolérance religieuse et un renouveau du polythéisme gréco-romain à l'ouest, avec éventuellement des conséquences durables pour le paysage religieux de l'Europe occidentale. Si Valentinien II était resté en vie,
alors le paysage religieux des années suivantes ressemblerait davantage à celui de notre chronologie, à savoir la suppression supplémentaire du polythéisme gréco-romain. Valentinien II n'était pas tout à fait aussi intolérant sur le plan religieux qu'Honorius après lui, mais il n'a toujours pas restauré l'autel de la victoire, l'ancien symbole du Sénat, à la Curia Julia, qui avait été retiré par son prédécesseur, Gratien. Cette statue de la déesse Victoire représentait un symbole païen aux yeux des empereurs chrétiens et a donc été retirée de la maison du Sénat. Eugène avait en fait restauré l'autel de la Victoire à la maison du Sénat en 392 après Jésus-Christ et avait rouvert tous les temples gréco-romains. Ainsi, sous Eugène et sa dynastie, le polythéisme gréco-romain aurait pu connaître une renaissance beaucoup plus durable dans l'Empire romain d'Occident que dans notre chronologie. Mais dans les deux CA, dans la chronologie de Valentinien II et d'Eugène, une conséquence encore plus grande aurait été que l'Empire romain d'Occident n'aurait peut-être jamais chuté, ou alors beaucoup plus tard que dans notre chronologie. Pourquoi? Eh bien, nous avons découvert que l'un des événements les plus importants qui conduirait à une réaction en chaîne catastrophique aboutissant à la chute de l'Empire romain d'Occident était la rupture de la frontière du Rhin par de nombreuses tribus germaniques, Vangales burgondes, Suèves, Gothiques, Alains et autres en Gaule et en Hispanie. J'ai parlé en détail de pourquoi cet événement était si désastreux et de sa brutalité dans ces vidéos ici. En bref, cela a conduit en plusieurs vagues à la dissolution de l'Empire romain d'Occident et nous avons appris qu'Eugénie et Arbogast ont dû retirer de nombreux comitatans et limitanei de la frontière du Rhin pour combattre l'armée romaine orientale de Théodose. Et plus tard, Stilicho ferait de même, épuisant ainsi davantage les forces de la frontière du Rhin afin de défendre avec succès l'Italie des incursions de Radagaisus et Alaric en 402, 405 et 406, mais ce retrait même des troupes de la frontière du Rhin, en raison de la bataille de la rivière Frigidus, a directement entraîné la violation de cette frontière. Seuls les soldats fédératifrants, qui avaient été recrutés en tant que limitanei fédérés par les empereurs précédents du IVe siècle, étaient restés pour défendre le Rhin. Étonnamment, ils ont initialement même réussi à repousser les Vangales, et on dit que jusqu'à 20 000 Vangales sont morts contre les Francs. Mais plus tard, les Alains et d'autres tribus germaniques ont rejoint les Vangales et ainsi les Francs ont dû abandonner. Mais si la bataille du Frigidus n'avait jamais eu lieu, les frontières du Rhin auraient été protégées en plus par des dizaines de milliers de légions de comitatens de haute qualité qui auraient encore été stationnées en 407 dans de nombreux castellums le long du Rhin et en plus par des dizaines de milliers de soldats limitanei. Ainsi, les fédératifrants, avec les limitanei et comitatens, auraient très probablement réussi à repousser les envahisseurs germaniques au début de l'année 407 après Jésus-Christ dans cette chronologie alternative. Par conséquent, la Gallia et l'Hispania n'auraient jamais été ravagées par les Vangales, Burgondes, Wisigoths, Alains suèves et autres. Ces tribus germaniques n'auraient alors jamais réussi à établir leur royaume sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Constantin III n'aurait jamais révolté en Britannia, emportant avec lui toutes les légions romaines de Grande-Bretagne en 407 après Jésus-Christ. La Britannia serait restée une partie de l'Empire romain d'Occident. Les Vandales n'auraient jamais traversé vers l'Afrique, comme cela s'est produit dans notre chronologie après 429, puisqu'ils ne seraient même jamais arrivés en Hispanie en premier lieu. Dans cette chronologie où la bataille de la rivière Frigidus n'a jamais eu lieu, je pense qu'il est très probable que toutes ces tribus germaniques se seraient installées le long de la frontière du Rhin, de manière similaire à ce qui s'est passé avec les Francs des décennies plus tôt, et de manière similaire à ce qui s'est passé après la crise du IIIe siècle avec de nombreuses tribus germaniques. Ces tribus seraient devenues, au cours des décennies suivantes, de puissants fédérés limitanei au service de Rome, et ainsi l'invasion unique des années 440 et du début des années 450 aurait été combattue beaucoup plus efficacement. Il est fort probable que les Huns n'auraient pas réussi à pénétrer dans l'Empire romain d'Occident dans cette chronologie, et au lieu d'une bataille des plaines catalanes, nous aurions vu une bataille quelque part sur la frontière du Rhin où les Huns auraient été vaincus. L'Empire romain d'Occident aurait survécu et cette période tumultueuse aurait été rappelée comme la crise du Ve siècle. Dans cette chronologie alternative, nous pouvons imaginer l'Empire romain d'Occident aidant plus tard l'Empire romain d'Orient
contre les invasions perses et musulmanes du 7e siècle. Avec un empire d'Occident survivant, l'Égypte, le Levant et l'Afrique du Nord, en général, seraient restés romains, et donc possiblement notre monde aurait une apparence très différente à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas savoir comment ou si l'Empire romain d'Occident se serait dissous plus tard, mais il y a une réelle chance qu'il ne se soit tout simplement pas dissous. Il aurait pu continuer et, à travers un processus de longue transformation culturelle, aurait pu, à un moment donné, ressembler à une forme de l'Empire romain d'Orient dans notre chronologie. Mais dans la chronologie d'Eugénie, cependant, les temples gréco-romains auraient pu être maintenus en usage et réparés, et le polythéisme gréco-romain aurait pu survivre beaucoup plus longtemps, et donc le paysage urbain et l'architecture des villes européennes auraient été radicalement différents. Et sans la chute de l'Empire romain d'Occident, le Moyen-Âge ne se serait pas produit sous la forme que nous connaissons. Donc, cette seule bataille aurait peut-être décidé du sort du monde entier. Et à quoi ressemblerait la planète si cette bataille n'avait jamais eu lieu est quelque chose qui me fascine totalement et j'espère que je pourrai aussi exciter votre imagination. Que pensez-vous qu'il serait arrivé, chers amis de l'histoire romaine tardive, si cette bataille fatidique n'avait jamais eu lieu? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Merci beaucoup David Pagnot et Jean Schneider pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens vraiment à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Vous êtes incroyables. Gracias Tibiago amici. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la frontière du Rhin a été franchie dans notre chronologie, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Et si vous voulez comprendre pourquoi cette violation de la frontière du Rhin a été si extrêmement brutale pour l'Empire romain, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, Tibiago et benevolete.